Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de Vox Books. L'ouvrage que nous vous proposons cette semaine est un livre de chevet, mais plus encore, un livret de poche qui permet à un individu de prendre conscience de son immense potentiel et de reconnaître qu'il est né pour briller, mais alors briller comme une étoile. Il aide à entretenir une pensée positive et propose une démarche pratique autour d'actions constructives menant au succès. Cette démarche, selon les deux auteurs de cet ouvrage, s'appuie sur la philosophie d'action TEP pour dire tout est possible, une philosophie qui recommande au sujet d'agir en harmonie avec sa pensée pour obtenir les résultats qu'il désire. Bien plus qu'une méditation, ce guide pratique transporte, j'allais dire, une expérience de voyage intérieur qui conduit pas à pas vers une transformation personnelle, produisant dans la vie de l'individu la confiance en soi et la certitude que tout est possible pour lui maintenant. Je vous propose de suivre le portrait de notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous dans Vox Books. Il est originaire de la région du centre, département du Nion et Sceaux, dans l'état du Cameroun. Très vite orphelin de père, c'est sous le contrôle de sa mère qu'il obtient son baccalauréat série D en 1999. Il obtient par la suite une licence en sciences économiques à l'université de Yaoundé 2. En 2005, il est atteint d'un mal l'ayant amené à suivre la voie spirituelle pour retrouver la guérison. Ceci a fortement contribué à marquer son intérêt sur l'importance de la dimension spirituelle dans la vie des individus. Il se remet aux études en 2007 et soutient un mémoire sur la spiritualité dans les administrations publiques en 2013 à l'Université catholique d'Afrique centrale où il obtient son master 2 en administration des entreprises. Il décide alors de se lancer dans une carrière de coach après l'obtention en 2015 d'un diplôme d'études approfondies en ressources humaines à l'École normale supérieure d'enseignement technique. Co-auteur de « Tout est possible pour toi maintenant », un guide pratique de développement personnel rédigé avec la collaboration de Cyril Haïssi et paru aux éditions Vision Océan Bleu. Sylvain Aranda est actuellement inscrit en thèse en gestion des ressources humaines à l'Université de Douala. Actuellement employé dans une banque de la place, il reste un adepte de la psychologie transpersonnelle et grand passionné de développement personnel. Il est coordonnateur de l'association Tout est possible, dont l'objet est social et la mission d'aider les jeunes à accéder au bien-être à travers le coaching. Sylvain Aranda est l'invité de Vox Books. Sylvain Aranda, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Vox Books. Bonsoir et je suis très honoré d'être avec vous ici ce soir. Merci. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire aujourd'hui? On découvre dans votre portrait, vous étiez un peu plus tourné auparavant, votre collaborateur c'est là ici, et vous, vers une sensibilisation sur le terrain à travers des séminaires, à travers des conférences. Mais aujourd'hui, vous choisissez un autre credo, à savoir la publication des ouvrages. Pourquoi? Déjà, l'idée de l'ouvrage, c'est une histoire personnelle, un peu comme Jim Rohn dit, testimonial touch the heart, training reach the mind. Donc moi, je me suis inspiré déjà d'une histoire personnelle. Dans un moment de ma vie, j'étais un peu dans un gouffre et j'ai utilisé une méthode qui m'a permis de sortir de ce gouffre-là. Et c'est cette méthode-là que nous avons formalisée dans ce livre. Il y a des gens que nous avons aidés avec cette méthode-là et nous sommes sûrs qu'elle a des résultats positifs. C'est quoi le contenu? Tout est possible maintenant. De quoi s'agit-il exactement? Tout est possible. L'idée de tout est possible. Je vais citer un peu Anthony Robbins. Anthony Robbins dit que 80% du succès d'une personne dépend de sa psychologie et 20% ce sont les actions. En parlant donc de tout est possible, nous sommes au niveau de la psychologie. Aujourd'hui, la plupart des gens ne croient pas en eux. Et à partir du moment où on ne croit pas en quelque chose, on ne peut pas poser les actions pour obtenir cette chose-là. Mais à partir du moment où on croit, c'est de l'énergie qui se mobilise. Je peux prendre un exemple un peu pour illustrer au niveau psychologique.
Si on essaye de faire un exercice, vous et peut-être les téléspectateurs, essayons de nous convaincre mentalement qu'on peut être peut-être aussi riche que Dangote un jour. Essayons de nous convaincre. On ne demande pas aux gens de le devenir, mais juste de se convaincre mentalement. De miroiter justement Vous verrez que beaucoup de gens auront du mal à se voir riche un jour comme Dangote. Ça veut dire donc que la richesse, c'est d'abord dans la tête. À partir du moment où dans la tête, on ne peut pas penser comme un riche, se sentir riche, on aura du mal à être riche. Mais comment penser justement comme ça, dans un contexte, j'allais dire africain, où il est carrément difficile, quand on voit les conditions de vie dans lesquelles les populations sont, il est difficile d'espérer justement. Quelle stratégie vous proposez justement? Tout à fait, il est difficile et c'est pour ça que nous voulons montrer à quelqu'un par ce livre, par nos exemples, quelque chose d'autre. Une autre vision, d'autres faits par rapport à ce que les gens ont l'habitude de voir. Et vous savez, on ne voit que ce qu'on met dans notre esprit. Je vais prendre des exemples. Si je prends, j'ai rien contre les gens de l'Ouest, par exemple les Mbouda. À l'ouest du Cameroun. Oui, à l'ouest du Cameroun. J'ai été en Bouddha de 1988 à 1992. Si vous prenez un Bouddha, par exemple, vous le mettez à Paris, vous verrez que dans son appartement, il aura des choses qui se rapportent à sa culture. Il va mettre le grappot de bambou. Forcément. Il aura peut-être l'arbre de la paix. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'on a dans l'esprit qu'on a tendance à vouloir matérialiser. Et si donc on veut changer nos vies, la première chose à faire, c'est quoi? Changeons ce que nous mettons dans notre esprit et mettons ce qui est conforme avec ce que nous voulons. D'où l'idée de tout est possible pour toi maintenant. Mais, sauf que moi j'ai trouvé, enfin, le titre, tout est possible maintenant, pourquoi ce choix? On s'attendait, par exemple, que vous limitiez simplement à guide pratique de développement personnel. Mais ce titre sonne comme celui d'un livre, j'ai envie de dire, qui traite des questions spirituelles. On retrouve naturellement, quand on fouille votre ouvrage, des expressions comme « tu es né pour briller », etc. Pourquoi le choix de ce titre? Je vais essayer d'expliquer d'une autre manière. Déjà, dans le livre, il s'agit de deux parties. La première partie, c'est la psychologie, c'est moi qui l'ai écrit. C'est 5 clés. La première, c'est la connaissance de soi, la maîtrise des états internes et l'éducation de la pensée. Cyril a travaillé sur la libération du potentiel et sur l'action continue. Au niveau donc de la connaissance de soi, vous allez vous rendre compte que le problème de la plupart des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ont perdu le contrôle de leur propre personnalité. Les gens ne se dirigent plus. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui qui gagne peut-être 400 000 francs de salaire. Le vendredi qui arrive, il dépense peut-être 200 000 dans la boisson. Et puis il se dit, non, il faut que j'arrête de boire. Il dit qu'il arrête de boire, mais le lendemain, il se retrouve au bar. Donc il veut prendre une direction, mais il va dans une autre. Les gens ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Et c'est la même chose. On a peut-être une petite amie, on se dit, elle me fait trop dépenser, il faut que j'arrête, mais le lendemain, on se retrouve en train de la payer. Il faut donc qu'on puisse reprendre le contrôle de nous-mêmes. Et comment reprendre ce contrôle? Les étapes sont justement détaillées dans ce livre. Quand on regarde votre philosophie TEP, tout est possible, qui recommande d'agir justement en harmonie avec la pensée pour obtenir les résultats qu'on désire. Vous essayez de résumer le processus de développement personnel, vous l'avez dit, en 5 grandes clés principales. La première, le gnotiseuton de Socrate, qui veut dire en français « homme, connais-toi toi-même ». Et selon vous, le véritable ami et premier compagnon que l'on puisse avoir soi-même, c'est soi-même. Expliquez-nous comment. Je le dis, quand je dis que le premier compagnon et le premier ami qu'on puisse avoir, c'est nous-mêmes, ça veut dire quoi? Si déjà nous ne pouvons pas nous accepter nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous apprécier nous-mêmes, ce n'est pas les autres qui vont nous apprécier. Nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes, nous devons nous accepter. Et vous allez voir que beaucoup de gens n'aiment pas être seuls, parce que quand ils sont seuls, ils sont face à leur conscience, et puis ils ne s'acceptent pas. Et maintenant, quand je parle même de la connaissance de soi en tant que tel, il y a ce qu'on appelle dans l'individu, dans la psychologie, il y a le conscient, il y a l'inconscient. Le conscient, c'est la pensée, c'est la réflexion, c'est le raisonnement, c'est la raison. L'inconscient, c'est la passion, c'est les émotions, c'est les désirs. Normalement, c'est la raison qui doit diriger la passion. Et la passion, elle influence le corps. Mais malheureusement, chez la plupart des individus, c'est la passion qui dirige le corps au détriment du conscient, au détriment de la raison. Et si vous me permettez de continuer un peu, je vais parler du processus d'individuation. Comme c'est précisé dans la bibliographie, je suis d'abord un spécialiste en psychologie transpersonnelle. Et
le psychologue, l'école de la psychologie que j'ai beaucoup suivie, c'est celle de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung parle de ce qu'on appelle le processus d'individuation. Il définit le conscient un peu comme la persona, ça veut dire c'est le visage qu'on affiche en société, c'est ce que nous montrons aux gens. Et il y a un autre côté qui est l'ombre, l'inconscient, c'est le côté qu'on nous montre pas, c'est celui qui est caché. Et dans ce côté-là est contenu tout ce qu'on refoule. Vous allez voir par exemple, vous allez dire à quelqu'un une mauvaise parole et puis après vous allez dire non, excuse-moi, c'est pas moi, c'est pas ce qui m'a pris. Non, c'est vous, puisque c'est une partie de vous, c'est votre ombre qui a parlé. Et à plus on repousse cette ombre-là, on est décentré. Ça veut dire que c'est une partie, c'est notre potentiel qu'on est en train de repousser. Le processus d'individuation et donc du développement personnel consiste à déplacer son individualité dans le conscient à l'ombre, on intègre l'ombre, on est total, donc on a intégré notre ombre et notre conscient. Et c'est à partir de là que nous on dit aux gens, tout est possible pour vous maintenant. La deuxième clé, c'est la maîtrise de son monde intérieur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je parlais justement de l'aspect spirituel que vous relevez, enfin, qui inspire le titre de votre ouvrage. Quelle peut être l'importance d'une étape comme celle-ci dans le processus de développement personnel? Enfin, ce que je veux dire, c'est que comment faire pour maîtriser réellement son monde intérieur? C'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on peut maîtriser nos états intérieurs? Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que l'être humain fonctionne sur la base de ce qu'on peut appeler les programmes. Et les programmes, ça vient de quoi? Ça vient de l'éducation, ça vient de la formation, ça vient de l'environnement. Ça veut dire que c'est des croyances qu'on intègre au fil du temps. Et on va agir toujours en fonction de ces croyances-là. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui boit tout le temps. Il s'est habitué à boire. C'est un programme qu'il a installé. Le jour maintenant qu'il dit il faut que j'arrête de boire, il n'arrive pas parce que le programme s'exécute de lui-même. Donc ce qu'il faut donc faire pour maîtriser les états internes, c'est de désinstaller ces programmes-là qui nous conduisent vers l'échec et réinstaller les programmes de succès. C'est de ça qu'il est question. Et les programmes de succès, nous devons les définir nous-mêmes parce que nous savons que c'est eux qui peuvent nous aider. Justement, les programmes de succès, c'est ça qui nous amène vers la troisième clé ou la troisième recommandation, éduquer sa pensée. Vous illustrez justement à travers le triangle par que vous relevez, qui stipule que la pensée détermine l'action et l'action détermine le résultat, lequel résultat lui-même renforce la pensée. Du coup, selon vous, si une situation est dépourvue d'une véritable pensée, elle pourra produire ipso facto un résultat insignifiant, voire nul. Oui, déjà, le triangle PAD, c'est un concept que nous avons créé nous-mêmes. Et vous allez voir, le triangle PAD fonctionne dans deux sens. Bon, c'est vrai que en termes de management, dans la gestion des entreprises, c'est un modèle aussi. Tout à fait, c'est un modèle, exactement. Donc, nous sommes inspirés juste pour avoir un peu une représentation par rapport à ce que nous voulons expliquer. Et vous allez donc voir, il y a un triangle pensée, action, résultat qui est critique. Et il y a un triangle passé, action, résultat qui est de confiance. Je vais illustrer en prenant l'exemple de deux individus. Deux individus qui ont un rêve d'être riches. Et on sait tous que pour être riche, généralement, vraiment fortuné, il faut créer sa propre entreprise. Voilà le premier. Il se dit, il faut que je crée ma propre entreprise. Il regarde sa situation actuelle. Il se dit, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas une très bonne formation. J'arrive même pas à subvenir à mes besoins. Donc, il se focalise sur les obstacles. Et plus il voit les obstacles, moins il voit l'objectif. Voilà. Donc, il ne voit que les obstacles, il ne voit que les obstacles. Et finalement, il finit par être convaincu que son rêve ne peut pas se réaliser. Alors que l'autre individu, il voit son rêve, il veut être riche, il se dit, maintenant, je veux être riche, comment je fais? Il faut que je crée une entreprise. Dans quel domaine? Il va dire peut-être dans l'import-export parce que j'ai des capacités commerciales. Vous voyez, lui, il raisonne en termes de solutions. Et plus on se focalise sur les obstacles deviennent ses avantages. Exactement. Et c'est ce principe-là, c'est ce qu'on recommande aux gens de faire. Au lieu de se concentrer sur ce qu'ils ne veulent pas, vous devriez mieux se concentrer uniquement sur ce qu'ils veulent. Parce que quand on a un focus par rapport à ce qu'on veut, c'est une énergie qu'on envoie vers ce focus-là. Et tôt ou tard, quand on persévère, ça finit par se réaliser. La quatrième clé, et celle qui m'interpelle un peu, moi personnellement, c'est de libérer son potentiel. Du coup, moi, je voudrais savoir comment faire pour y parvenir. Libérer son potentiel. Je vous avoue que moi, aujourd'hui, c'est un exercice qui me paraît encore un peu complexe. Ah oui, il est vraiment complexe, mais au même moment, il est aussi simple.
Libérer le potentiel, comme j'ai dit, je reviens un peu au début, j'ai les 3 premières clés, c'est la psychologie, dont on est dans l'individu, la connaissance de soi, l'éducation de la pensée, la maîtrise des états internes. On est dans la personne. Une fois que la personne a fini cet exercice-là, il doit donc se projeter vers l'extérieur. Ouais. Donc, il est question d'action. Libérer le potentiel veut dire d'agir, mais il faut que cette action-là, elle soit planifiée. Il faut qu'elle soit organisée. Et maintenant, pour avoir une action, pour libérer un potentiel, qu'est-ce qu'il faut? C'est le mobile. Pourquoi est-ce que je veux faire X? Pourquoi est-ce que je veux faire Y? C'est un peu de ça qu'il est question. Mais comment d'abord comment savoir que moi je détiens un potentiel pour faire quelque chose? Peut-être qu'il fallait commencer par là. C'est une très bonne question parce que ça renvoie aux 3 premières clés. Parce que la connaissance de soi déjà, c'est cette connaissance-là qui va vous permettre d'identifier vos potentiels. Et il y a des exercices dans le livre. La méditation, la respiration, c'est une forme d'introspection. À partir du moment où vous pouvez communiquer avec vous-même, à partir du moment où vous pouvez reconquérir l'ombre qui est en vous, vous allez toucher du doigt vos potentiels. J'ai parlé de Testimonial Touch Heart, j'ai parlé de mon histoire, c'est parce qu'on a pas assez de temps pour que je la raconte. J'ai vécu un moment difficile dans ma vie, c'était en 2005, j'ai été extrêmement malade. Les pronostics de vie étaient de 0%. Donc j'étais programmé pour mourir. Tout le monde savait que j'allais mourir. Les gens avaient même déjà annoncé ma mort. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a... C'était ma rencontre avec le domaine spirituel. Parce qu'aujourd'hui, je parle du développement personnel. Je suis d'abord à la base un spiritualiste. Il m'a recommandé, parce que j'étais malade du côté clinique, à l'hôpital, ça ne marchait plus. J'ai essayé de voir prêtre, pasteur, ça ne marchait plus. Donc j'étais à la maison couché, alité pendant 6 mois, j'attendais la mort. Un de mes amis arrive, il dit... Il me trouve, parce que lui, on lui avait dit que j'étais mort. Il arrive à la maison, il me trouve là couché, tout maigre, j'avais juste mon gant. Il a pleuré. Après, il dit, Dieu soit loué que tu sois en vie. Après, il me dit, la clé de ta guérison, c'est toi-même qui l'as. C'est ce qu'il me dit, je ne comprenais rien. Il m'a donc dit qu'en l'homme, il y a une énergie. Et si cette énergie-là ne circule plus bien, j'aurais du mal à me guérir. Donc il fallait que j'aille en moi, que je brise le cadenas et que je libère cette énergie-là pour retrouver la santé. Et au même moment, il m'a dit de prononcer une parole après mes méditations. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je prononçais cette phrase tous les matins, tous les soirs. Je ne savais pas pourquoi. 2 mois après Steve, j'étais totalement sur pied. Pour les gens, c'était un miracle. C'était quelle phrase? Parce que ça peut aider aussi. Je dis, chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Ah, d'accord. Quand je prononçais ça, je ne savais pas. C'est plus tard quand je m'intéresse, donc je dis, mais comment est-ce que j'ai guéri miraculeusement? C'est là où, quand je pars à l'école, à l'université catholique, où j'ai eu mon master, je fais la rencontre de l'école psychologique de Ken Wilber. Et c'est là où je comprends que c'est une méthode qu'on appelle en psychologie la méthode Coué, créée par le pharmacien psychothérapeute Émile Coué. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc c'est des choses réelles, c'est des choses pratiques, c'est des choses qu'on a expérimentées, c'est des choses qu'on a expérimentées sur les gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend cette initiative-là de partager avec d'autres personnes afin que leurs conditions de vie deviennent nettement plus meilleures. On va revenir prendre la dernière clé qui sera importante, mais avant je vous propose de marquer une petite pause pour prendre le clin d'œil de la semaine et on se retrouve juste derrière pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Des livres rangés sur une étagère au milieu des crèmes défrisantes, des bigoudis ou des mèches. En Côte d'Ivoire, des salons de coiffure deviennent désormais aussi des salons littéraires. Pour faciliter l'accès des femmes à la lecture, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a installé 23 mini-bibliothèques dans des salons de coiffure à Abidjan et dans des villes à l'intérieur du pays. Chacun dispose de 50 livres renouvelés régulièrement grâce à une rotation du fonds de 1750 ouvrages. Le projet Femmes et Lecture constitue une démarche de la bibliothèque hors les murs, dans un pays où il n'existe pratiquement pas de bibliothèques dans les quartiers et où celles qui existent ne sont pas fréquentées par les populations, encore moins par les femmes, résume Chantal Adjiman, directrice de la Bibliothèque nationale et initiatrice de ce projet lancé en 2012. Les femmes ivoiriennes très coquettes, en tout cas dans la majorité, trouvent le temps de se faire belles. Et cette raison peut les maintenir pendant 1h30 au moins dans un salon de coiffure. Alors, la bibliothèque a décidé de porter le livre aux femmes jusque dans leur lieu de fréquentation régulière. À la Bibliothèque nationale située au plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan,
Des collaborateurs empilent des cartons des ouvrages destinés au salon de coiffure. Romans, livres pour enfants, mais aussi essais qui parlent des droits de la femme ou des enfants. À Adopé, au sud d'Abidjan, l'une des 7 mini-bibliothèques est installée à l'intérieur du marché de la ville. Dans le petit salon de 1,5 m², des livres côtoient sur les étagères, les produits cosmétiques. Assise sur un banc devant le salon ou sous un casque, ignorant les bruits alentours et les échanges de 2 vendeuses installées juste derrière elle, une cliente lit un roman pendant que les mèches sèchent. Il y a d'autres même qui viennent juste pour lire les livres. Et puis elles s'asseyent, quand elles finissent, elles passent, elles s'en vont, elles déposent les livres et puis elles s'en vont. Donc je peux dire que depuis la mini-bibliothèque, mon salon marche. Depuis au salon, bon, là, ça me permet de voir passer le temps et puis de ne pas m'occuper en fait des choses qui sont inutiles. La mini-bibliothèque a augmenté la fréquentation du salon. Désormais, les coiffeuses du marché installées en plein air viennent elles aussi emprunter des livres à la mini-bibliothèque pour leurs clientes. L'un des objectifs du projet Femmes et Lecture est justement de conquérir un public qui est très proche des enfants. Afin d'initier ceux-ci à la lecture, révèle la directrice de la Bibliothèque nationale. À Cocody, quartier chic d'Abidjan où elle exerce depuis de nombreuses années, Justine Inagoui, 66 ans, a tout de suite adhéré au concept. Elle a aménagé un espace spécialement destiné aux enfants qui accompagnent souvent leur mère au salon et ceux de la cité où elle réside également. Les Ivoiriens aiment lire mais ils n'ont pas accès aux livres. Les mini-bibliothèques dans les salons de coiffure ont suscité un besoin d'alphabétisation, un moyen de démocratiser l'accès à l'information et à la connaissance, source de cohésion sociale. De retour sur le plateau de Voxbook, je rappelle que nous recevons Sylvain Aranda. Il est spécialiste des questions de psychologie transpersonnelle. Il est l'auteur de Tout est possible pour toi maintenant, un guide pratique de développement personnel publié avec la collaboration de Cyril Haïssi aux éditions Vision Océan Bleu. La dernière clé, justement, on l'annonçait avant de prendre la pause, Sylvain Aranda, c'est la clé aussi la plus déterminante dans ce processus de développement personnel, c'est celle de rester dans l'action continue. C'est souvent plus difficile. Ça veut dire qu'on a atteint un niveau, maintenant, persévérer dans ce niveau. Comment faire justement, quand on a essayé une fois, 2 fois, 3 fois, voire 10 fois et puis ça ne marche pas, comment est-ce qu'on fait pour rester justement dans l'action perpétuelle de la quête? Vous voyez, et c'est ça, la véritable question, c'est parce que les gens ne font pas, ils essayent. Il faut faire. Je vais citer un peu Les Brown qui dit « You don't have to be great to get started. You have to get started to be great. » Ça veut dire qu'il faut commencer quelque chose. Il ne faut pas attendre d'être grand avant de commencer. Il faut commencer pour être grand. Et ça, c'est l'idée de l'action au niveau de la libération du potentiel. Mais à partir du moment où vous le faites donc, le même auteur dit « It's not over until you win ». Ça veut dire que tant que vous n'avez pas réussi, tant que vous n'avez pas atteint votre objectif, vous devez continuer. Et quelle est la force qui vous permet de continuer? C'est le mobile, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui? Si aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un grand coach aux États-Unis, il recevait quelqu'un qu'il était en train d'accompagner, qui voulait être riche, et il a fait un exercice avec la personne. Il a rempli une baignoire d'eau, et puis il a demandé à cette personne de se coucher dans cette baignoire-là. Une fois que la personne s'est couchée dans cette baignoire remplie d'eau, il a commencé à l'étouffer dans l'eau. Le bonhomme se débat, quelques secondes après, il le relâche. Le bonhomme lui demande, mais coach, qu'est-ce qui vous a eu? Vous voulez me tuer? Il lui dit non. Je voulais juste te montrer que pour réussir, pour rester dans l'action continue, il faut avoir faim. Le désir que tu éprouvais de vouloir respirer quand tu étais dans l'eau, c'est le même désir que tu dois éprouver vis-à-vis de l'objectif que tu souhaites atteindre. Et si on a donc cette faim-là, on reste inévitablement dans l'action continue. Ce que je veux comprendre, c'est que quand je disais on a essayé 1, 2 ou 3 fois, ça ne marche pas, je prends une situation simple. C'est-à-dire que je suis aujourd'hui dans une entreprise, je suis licencié, la conjoncture est carrément défavorable dans mon pays. Il est carrément impossible de trouver du boulot qui sera rémunéré. Mais comment est-ce que je fais pour reprendre mes marques si j'ai été licencié de mon premier boulot? Et là, je reviens un peu au début pour répondre à la question. On a dit au départ, tout est possible. Celui qui ne croit pas qu'il peut ne va pas agir, il va abandonner. Mais quand on sait qu'on peut, peu importe l'obstacle,
on va toujours essayer, plus qu'on connaît le résultat. C'est comme la foi, on dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand vous voyez vos succès, Steve, vous allez travailler pour, parce que vous connaissez que c'est ça le résultat. Mais si vous ne pouvez pas voir le résultat avant, vous allez vous fatiguer. C'est pour ça qu'on dit, le plus dur, ce n'est pas de faire, mais c'est de croire qu'on est capable de faire. Et c'est pour ça que tout, c'est d'abord dans la tête. Il faut d'abord vous convaincre que vous pouvez avant de vous lancer. Si vous lancez une fois la tâche, non, vous allez vous fatiguer. Prenez le temps, essayez de régler votre psychologie au succès. Il faut avoir un moral de combattant, de guerrier. Ce n'est que ça qui peut vous permettre de rester dans l'action continue. Ce n'est pas facile et je vais essayer de dire. Les bonnes habitudes sont difficiles à mettre en place, mais elles nous facilitent la vie. Les mauvaises habitudes sont faciles à mettre en place, mais elles nous rendent la vie difficile. C'est facile d'abandonner. C'est facile. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et pourtant, quand on continue, on dit, moi je persévère, c'est dur. Faire le sport le matin à 5 heures, c'est dur, mais ça vous donne la bonne santé. Ouais. Aller au bar, prendre une bière, manger la viande pimentée, c'est bon, c'est facile. Ouais. Mais ça nous pourrit la santé, ça nous pourrit la vie. Donc moi, j'interpelle les gens à choisir les bonnes habitudes. Quoi qu'elles sont dures, il faut persévérer. Et par l'habitude, le cerveau s'habitue. Et ça devient notre quotidien. Et puis, on va marcher vers le succès. Alors, on va prendre votre mot de fin. Qu'est-ce qu'on doit retenir justement de cet ouvrage quand on achève sa lecture, pour que les gens comprennent concrètement? Qu'est-ce qu'on doit retenir en 2 phrases? En 2 phrases, c'est en une seule phrase, agis en conformité avec ta pensée pour obtenir les résultats que tu désires. Voilà qui est bien dit. Merci à vous, Sylvain Aranda, d'être passé sur le plateau de Voxbook. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de psychologie transpersonnelle et l'auteur de Tout est possible pour toi maintenant, un guide de pratique de développement personnel que vous avez publié avec la collaboration de Cyril Haïssi aux éditions Vision Océan Bleu. Merci. Et je vous remercie. Et pour terminer, par rapport à cet ouvrage qui vient de paraître, nous organisons justement une conférence de presse et une séance de dédicaces le 31 mars à partir de 18h à Douala à l'hôtel Somatel. Donc nous invitons les gens qui sont intéressés par tout ce qui est dit par le développement personnel à venir et puis écouter directement les échanges qui seront nettement plus poignants que ceux d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous avons le temps limité. Donc nous espérons que nous aurons déjà afin de les expliquer un peu plus dans les détails ce que nous défendons dans notre ouvrage. On se donne donc rendez-vous le 31 mars, c'est à Douala. Merci à vous également, à la maison, de nous avoir suivis. Continuez de nous envoyer vos réactions via nos réseaux sociaux aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Rendez-vous, prenons-le dimanche prochain avec le même plaisir, espérant vous trouver encore nombreux. On se quitte comme traditionnellement avec un livre nouvellement paru et un autre disponible en librairie. Restez scotchés sur les programmes de Vox Africa. Bonne soirée et au revoir. Il ne restait plus que quelques minutes à Biolé et Oringor pour qu'ils se disent oui devant monsieur le maire de Yaoundé 4 à Kondengui à Yaoundé lorsque le fiancé s'éclipsa. De retour dans leur appartement à Ekounou, la fiancée désabusée trouva gisant à même le sol la sacoche dont le disparu ne se séparait jamais. Après 2 jours de contrition, la jeune femme perça le mystère. Il était à la hauteur de ses appréhensions que de souvenirs longtemps refoulés. La sacoche mystérieuse d'Emmanuel Célestin Barga II, nouvellement parue chez l'Harmattan. Keheli tient son journal dans un petit agenda. Il nous fait partager son quotidien en Afrique, dans le village sur Piloti où vit sa famille. Comme la plupart des enfants de son village, il va à l'école, fait des blagues et ne supporte pas sa plus jeune sœur. Et puis, il y a la jolie Amiri et le petit monde merveilleux que Keheli rêve de lui faire découvrir. Le soleil qui se couche tous les soirs sur le lac, devant sa maison, véritable coin de paradis offert par la nature. Mais soudain, le lac se met à dégager une drôle d'odeur et les habitants du village tombent malades les uns après les autres. Que se passe-t-il? Où est donc passé le petit monde merveilleux de Keheli? Le petit monde merveilleux de Gustave Akakpo, disponible aux éditions Grasset. Donnez vie à votre manuscrit chez Afridi.